Bon, bonsoir. Alors je vais vous présenter une conférence qui va vous permettre d'avoir... c'est une conférence où je présente plein de trucs et astuces quand on fait du dev Android. Ça commence sur l'UX, ça va passer par du dev, on va faire de l'architecture, on va voir quelques prototypes. Et on va parler des librairies pour finir et des bonnes pratiques à mettre en place. Donc ça va aller vite. Au bout de 3 quarts d'heure, j'ai lancé le chrono. On va voter pour voir si vous voulez voir le dernier quart d'heure ou pas. Si les pizzas sont pas là, peut-être que ça vous voilà. Et je suis très content de la faire ici, cette conférence, parce que c'est un peu mon hog à moi, quoi. Le Android User Group de Toulouse, c'est celui où je me sens le mieux. Donc voilà, je suis vraiment content d'être là. Après, je voulais aussi remercier Pierre, parce que la semaine dernière, il y a un petit mail qui est passé. Bon, au TOG, mercredi. Et puis moi j'ai fait, non, c'est lundi. Parce que mercredi, je suis à Londres. Et là, il a réorganisé tout son emploi du temps pour être là ce soir. Donc, merci à vous. Merci Pierre. Ah, c'est parti. Donc, qui je suis? Moi, je m'appelle Mathias Segui. J'ai monté une boîte qui s'appelle Android 2E. Et qu'est-ce que je fais? Je passe mon temps à faire des formations et à plancher sur les nouvelles technologies, enfin, en Android, hein, que ça. Les nouvelles API, tout ça. Et comment vous les expliquer le mieux possible en 5 jours. Et normalement, en 5 jours, vous avez vu à peu près toutes les problématiques qui se trouvent sur Android. Donc ça, c'est la complète. Et après, j'ai séparé en niveau 1, pour 3 jours, juste. Et à 4+, où on s'intéresse plus à Ice Cream et au-delà. Et cette conf, elle est dédiée à mes stagiaires, pour 2 choses, parce que c'est un peu grâce à leurs questions que je suis arrivé à monter cette conf. Et c'est aussi parce que c'est toutes les astuces et les trucs que je leur dis qu'il faut qu'ils implémentent absolument dans leurs applications. Donc voilà. Grâce à eux. Donc c'est parti, le nouveau monde, Android, c'est 1 milliard de devices, 80% de part de marché. C'est le nouvel Eldorado. Le taux de pénétration pour arriver à 40% de la population au milieu dans les pays du G8, ça c'est le téléphone, les ordis, Internet, la télévision, là c'est la barre des 10 ans, smartphone, tablette. D'accord, donc on est sur du 3-5 ans. Grosso modo, ça a l'impact direct sur vos décideurs et globalement sur votre team, qui n'est pas développeur. C'est eux, ils en sont toujours à la carré plate. Alors là, ça ne va pas bouger. Galier. Ils ne savent pas comment ça marche Android. De toute façon, ils s'en foutent, ils ne l'utilisent pas et ce qu'ils veulent, c'est de l'iOS. D'accord? Parce que c'est un peu les décideurs, c'est un peu le cœur de cible d'Apple. Et donc, du coup, ils sous-estiment complètement la complexité que vous allez avoir à faire de l'Android et de l'Android propre pour tous les devices, tous les systèmes et toutes leurs versions. Ça, c'est votre problème principal quand vous êtes un développeur Android. Donc, et inversement, ça veut dire que cette équipe a besoin de vous. Parce que s'il n'y a personne qui vient leur expliquer comment ça marche Android, leur produit, ça ne va jamais marcher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut les éduquer. Pour ça, il faut les écouter et communiquer avec eux. Donc, je sais, le fonctionnel c'est dur, le graphiste qui a fait ses sites web pendant 40 ans là, et qui nous dit non mais moi j'ai toujours fait comme ça. C'est super dur, mais il faut quand même aller vers eux et essayer de leur expliquer comment ça marche et pour arriver à une collaboration. Ça l'important, le but là de cette équipe c'est la collaboration. Parce que on ne peut pas jouer tout seul quand on est développeur. On peut pas, il faut vraiment qu'on ait le soutien de cette équipe et qu'on marche ensemble. Sinon vos projets ils risquent de se casser la gueule. Donc ça c'était important. Alors, on va partir sur une partie un peu plus design et UX. Donc la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est partager votre app. Ça c'est tout con, mais c'est un petit bouton de partage et ça envoie un intent par exemple. Vous allez pouvoir envoyer à votre pote qui vous dit « Ah, elle est super cette appli, tu la trouves ?» On va sur Google Play, on ne la trouve pas, c'est normal. C'est Google Play, c'est la recherche Google Play, on ne trouve jamais les applis qu'on cherche. Donc ce petit bouton, mais vraiment c'est une aide au sein de vos applications, ça a 3 lignes de code et c'est fini. Un autre truc que j'aime bien moi dans les applications, c'est quand j'ai la capacité d'aller parler directement à l'équipe de développement pour lui dire « Putain, ça là, j'en peux plus de ce bug là, si tu pouvais le corriger, ce serait super. » Ou si tu avais telle fonctionnalité, ce serait super aussi. Et donc ça, c'est rien, c'est un petit bouton aussi, quelque part, caché dans vos menus, qui envoie un mail à l'équipe de développement. C'est rien, ça coûte mais 3 lignes de code, c'est un intent. Mais vraiment, pourquoi s'en passer quoi? Donc ça, moi j'aime bien les applications qui font des trucs comme ça. Après, il faut toujours penser que potentiellement Google, c'est pas votre ami. Et donc, vous êtes fait virer de Google Play. C'est triste, vous êtes triste. Mais pourquoi vous n'avez pas pensé à mettre en place un système d'update de vous-même, par vous-même? Vous avez déjà l'application qui est distribuée à vos 100 000 utilisateurs.
faites apparaître un petit menu qui dit pour mettre votre application à jour, c'est ici. L'utilisateur il appuie, vous lui affichez une petite fenêtre plus ou moins longue, plus ou moins déroulante, pour lui expliquer pourquoi vous êtes obligé de vous passer de Google Play et derrière vous updatez vos apps via vos serveurs pour relancer des APK et puis ça update les apps. C'est pas une brique indispensable. Encore un truc, laissez vos utilisateurs rencontrer votre application. Je déteste les applications qui se présentent à moi comme ça. Ou alors avec un maton qui me demande nom, prénom, date de naissance, numéro de sécurité sociale, est-ce que votre casier est vierge, tout ça. Moi je suis là, oh, je veux pas. Donc quand même, essayez dans vos applications d'avoir un mode découverte. C'est pas d'authentification, pas de paiement, avec des fonctionnalités principales et l'INAP, il va falloir pleurer sur le code à mettre en place. Mais par contre, pas d'authentification, ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on a authentifié notre utilisateur, il ne le reste pas à vie. Moi, si j'authentifie quelqu'un, je le garde. Je sais qui c'est, il me l'a dit. Donc je garde authentifié. Je ne vais pas lui demander tous les 3 matins, est-ce que tu es authentifié, est-ce que j'ai oublié quitter. Non, une fois qu'il m'a dit qui c'était, je le garde. Ça, c'est important, ça. C'est vraiment un use case qui est important. Donc, toujours pour l'authentification, pourquoi, nous, de notre point de vue, on sait pourquoi on authentifie nos utilisateurs. Parce qu'on n'est pas des pirates, forcément. Donc nous, on fait le backup et le restore de leur contexte, en particulier de leur data. Et puis, si on a envie de faire des liens entre plusieurs de nos utilisateurs, il faut qu'on les connaisse, parce que sinon, on va avoir du mal à dire connecte-toi à un tel. Et souvent, on a plein d'autres raisons d'authentifier notre utilisateur. Bon, qu'est-ce qu'ils en pensent, nos utilisateurs? Ils en pensent plutôt seuls. Alors, c'est la vraie vision de l'authentification point de vue utilisateur. C'est ça. Donc, pour ça, on a plusieurs stratégies. Déjà, on a le Ghost Mode. On peut toujours authentifier quelqu'un sans lui poser une seule question. On a l'UID, l'Unique User Identifier. On le génère la première fois, on le met dans un shared préférence. Ce shared préférence, on utilise le backup shared préférence pour le stocker sur le cloud Google, qui sera partagé immédiatement sur toutes nos applications, et ça, c'est multi-device. Donc ça, c'est la première authentification qu'on met en place. Le seul désavantage que je vois, c'est que je vais rien demander qu'il n'a pas de nom. Mon utilisateur, il a une chaîne de caractères, ça compte. Par contre, j'ai pas besoin de password, ça marche pour tout le monde, tous mes utilisateurs. C'est une vraie authentification et c'est multi-device. Et ça, c'est cool. Le deuxième mode d'authentification que j'aime bien, c'est le mode natif sur Android, c'est la Google Authent. D'accord, ça vous permet de ne pas avoir de demander à votre utilisateur un mot de passe. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Le bénéfice, pas de password, pas de permission nécessaire, ça marche pour tous vos utilisateurs, parce qu'ils sont sous Android, si vous changez de plateforme, c'est bon. C'est une réelle authentification et votre utilisateur, il a un nom, vous avez même son adresse email. Une autre authentification, c'est via les réseaux sociaux, donc c'est Facebook, Twitter et tout ça. Donc parfois, ça a besoin des passwords, ça dépend des livres. Ça ne marche pas avec tous vos utilisateurs parce que peut-être vous avez des utilisateurs asociaux. Et donc eux, vous n'allez pas pouvoir les authentifier, ils ne sont sur aucun de ces réseaux. Bon, le bénéfice, c'est que c'est une vraie authentification, que l'utilisateur a un nom, et si vous les avez authentifiés via ça, vous allez pouvoir diffuser votre information via leurs réseaux sociaux. Sinon, on ne les authentifie pas comme ça. Et puis le dernier mode dont je vais parler, c'est le mode OAuth from scratch, donc c'est celui qui est dur. Là. Alors, les désavantages, vous avez besoin d'un password, d'un username, c'est dur à coder, c'est dur à maintenir, parfois ça saigne. Et le développeur qui le met en place, il a besoin vraiment de savoir le faire. On ne peut pas prendre le stagiaire là, de 3e année de son école d'ingé pour lui dire « vas-y, tu me mets l'OAuth ». C'est vraiment une passoire sécurité. Parce que ça, c'est une brique sécuritaire qui est extrêmement importante. Et le bénéfice, par contre, c'est que parfois, on n'a pas d'autre choix que de la mettre. Donc voilà, c'est le seul bénéfice que je vois. Toujours qu'on est dans la partie comment se comporter vis-à-vis de notre utilisateur, donc sur l'authentification, et de manière plus générale, c'est l'image que vous devez avoir de vos utilisateurs. C'est Bruce Wayne. C'est votre utilisateur parfait. Bon, et vous, vous êtes qui? Vous êtes soit Alfred, soit Lucius. Ça dépend de ce que vous fournissez comme produit. Et grâce à vous, grâce à votre app, votre utilisateur, c'est Batman. Ça, c'est l'objectif de toutes vos apps. Mais c'est aussi l'objectif de comment vous comportez par rapport à votre utilisateur. Ça veut dire que vous lui parlez de la même manière. Vous avez regardé les Batman, comment ils parlent avec ses majordomes, enfin comment les majordomes parlent à Bruce Wayne.
vous vous comportez de la même manière, vous les frustrez pas, vous les obligez pas, même si ça fait 3 fois qu'ils tombent du building et qu'ils sont tout cassés et qu'ils veulent repartir avec leur cap, vous dites ok. Vous êtes à leur service. Il ne faut jamais oublier que c'est ça une application. Vous êtes au service de votre utilisateur. Ça c'est le truc important en fait. Voilà, donc ça c'est simplement comment vous comportez vis-à-vis de l'utilisateur. On va quitter la partie UX, parce que j'ai tout ce que j'avais à dire, je ne suis pas designer. Et on va rentrer dans la partie dev. Et le conseil que j'ai pour les devs, c'est celui-là. Soyez feignants. Ah, c'est presque un état de pensée quoi, sur Android. Ben, vous allez faire du lazy loading votre religion. Vous allez charger uniquement ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Mais ça veut dire aussi sur les fonctionnalités. Vous allez coder que ce dont vous avez besoin. Et sur vos premières applications, vous allez vous focaliser sur vos fonctionnalités principales. Vous n'allez pas en faire 10 000, vous allez faire 2, 3 qui sont facilement compréhensibles par votre utilisateur quand il va rencontrer votre application. Et dans les futures versions de votre application, votre problématique principale, ça va être est-ce que je rajoute des fonctionnalités ou est-ce que je refais une app? Soyons simples, faisons précis, quoi. Peu de fonctionnalités. Et on va limiter ces fonctionnalités. En développement, le lazy, ça veut dire on ne va pas faire des trucs génériques pour le futur ou pour le fun. On ne va pas mettre d'usine à gaz pour le futur. Donc on se dit, ah, dans un futur, je vais faire un truc. Non, on ne fait pas. Et on ne met pas de complexe de mécanismes complexes pour la future évolution de notre application. Si un jour on a à faire évoluer notre application, eh bien on mettra ces mécanismes-là en place, genre interface factory. On attend de faire évoluer pour mettre les choses en place. Et pour les vues, ça veut dire qu'aussi que vous allez utiliser les view stubs, que vous préférerez travailler avec des fragments dynamiques et que vous n'utiliserez pas les nested fragments parce que c'est l'enfer sur Terre à utiliser, qu'il y a des bugs dans les cycles de vie avec nos fragments à nous. Il vaut mieux faire ah coucou, changer d'activité et c'est vachement plus simple de votre point de vue de développeur. L'utilisateur il n'a rien vu, de toute façon il n'a même pas compris la différence entre changer d'activité ou changer de fragment. Restons très proches. La contrepartie à payer quand on est feignant, c'est d'être malin. C'est ça le but. Si on n'est pas malin et qu'on est feignant, ça ne marche pas. Il faut vraiment, quand on est feignant, être malin. Donc la première chose, on va être malin avec le multiversionning. Le multiversionning de nos SDK, par exemple. Donc ça, c'est notre client. Donc vous pouvez penser ça comme votre activité, votre fragment. Ça, c'est le modèle associé. Donc c'est un peu le gars qui gère les données. Mais sinon, vous pensez que ces deux gars-là, c'est les mêmes. Ça s'appelle l'activité ou le fragment. Et lui, il va vouloir faire un truc. Et on va passer par une interface. Une interface, c'est une classe qui n'a rien dans ses méthodes et qui dit juste, moi, je sais faire ça. Quand on va avoir besoin de la classe concrète de cette interface, on va appeler une factory. La factory, elle va regarder quelle est la version du système sur laquelle on est. Si on est sur Honeycomb, si on est sur Jelly Bean ou si on est sur KitKat. On renverra le maître de la France correspondant. Et ça nous renvoie cette classe-là à notre client. Pourquoi? Du coup, notre client, il n'a pas eu à se poser la question de sous quelle version il était. Lui, il n'a pas un if, je suppose, Honeycomb. Lui, il s'en fout. Il a utilisé l'interface, il a appelé la méthode de l'interface. Il n'y a aucune complexité dans son code à lui vis-à-vis de la version. Toute la complexité, elle s'est retrouvée là et là. Et moi, quand je fais du multiversionning, j'aime bien les booléens. Là. Donc dans value, je fais un fichier de version où j'ai mes ressources, post-Honeycomb, post-Jellybean, post-KitKat, et je les décline en fonction des versions du système. Comme ça, dans mon code, je fais get booléen, get post-KitKat, et je comprends ce que je veux dire plutôt qu'un build.config, que j'aime pas, que j'ai jamais mis. Et si vous faites ça, les évolutions vont devenir vraiment plus faciles. Vos évolutions en fonction des SDK, ça va vraiment devenir plus facile à mettre en place. On va être aussi malin sur la communication et on va utiliser le state design pattern, donc le pattern d'état, le design pattern d'état. Et pour ça, c'est quoi les états qui nous intéressent? Il y en a deux, c'est est-ce que je suis connecté au réseau, parce que si je fais un appel REST, c'est quand même mieux. Et est-ce qu'il me reste encore un peu de batterie pour le faire? Parce que si je fais mon appel et que ça tue la batterie de mon utilisateur, c'est un peu dommage pour lui. Donc je vais écouter tout un tas d'events, donc le battery low, le power connected, et surtout le connectivity change et le Wi-Fi state change. Donc ça va être écouté donc par un broadcast receiver. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il regarde l'état, il va vérifier l'état de la batterie exact, il va connaître la connectivité exacte du réseau, il va parler à l'objet application, et cet objet application, il va le persister. En tout cas, quand il meurt, il persiste l'état. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai mon état en permanence dans mon application.
Donc quand je vais vouloir communiquer à ma couche com, et ben pareil, utiliser une interface qui sait faire la communication. Donc sur mon interface, j'appelle mes méthodes de communication. Et par contre, quand je vais vouloir faire concrètement cette communication, je vais appeler une factory, encore une fois. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande à l'objet application, c'est quoi notre état là? C'est quoi notre état de connectivité? C'est quoi notre état de batterie? Donc ça, soit il était là quand le broadcast receiver s'est réveillé, donc il est en mémoire vive. Sinon, il va le chercher en mémoire morte, il se le charge et il le renvoie à la factory. Et la factory, en fonction de si j'ai du Wi-Fi, si j'ai pas de Wi-Fi, si j'ai pas de connexion, ben, elle va renvoyer une implémentation particulière de ma brique de connexion. Donc du coup, ma couche com, elle est contente. Elle appelle ces méthodes qui mettent en place cette connexion de manière transparente pour elle. Elle veut faire sa requête de renvoi à un utilisateur ou retrouvement à un utilisateur. Ben, si elle n'a pas de connexion, elle va se retrouver avec une erreur. D'accord? Ça aura une erreur, cette méthode, elle fera rien. Si elle a le Wi-Fi, elle va dire plein de trucs dans sa requête. On n'oublie pas qu'on est plutôt branché sur la big cookie stratégie. La big cookie stratégie, c'est dire je vais faire plutôt un seul appel réseau que 12 appels réseau ou 20 appels réseau. Ils vont mieux un seul gros appel réseau avec beaucoup de données qui transitent que faire tout un tas de petites requêtes. Parce que, regardez Reto Meyer de l'année dernière. Donc toujours avec cette communication, on va être malin. Donc on va rajouter déjà une version sur nos URL. Pourquoi? Parce que le jour où vous changez vos données, votre tuyau de données, il faudra changer votre tuyau. Alors soit vous oubliez toutes les anciennes applications, parce qu'elles ne vont plus pouvoir consommer les mêmes données, vu que vous les avez changées de format. Soit vous continuez avec votre versionning et vous utilisez plusieurs tuyaux. Le tuyau 1 avec mes vieilles données, le vieux format de mes données, le nouveau format de mes données, le encore plus nouveau format de mes données. Et aucun de vos utilisateurs n'est pénalisé. S'il n'a pas voulu mettre à jour son application, il continue à recevoir des données. Après, vous allez rajouter les timestamps de chaque côté. Pour savoir les timestamps de vos données. Quelle est la dernière heure où vous avez eu vos données à jour de chaque côté. Et vous allez faire des requêtes sur vos timestamps. Ça veut dire, moi je voudrais les nouvelles, quand on parle au serveur, moi je voudrais mes nouvelles données à partir de tel timestamp, à partir de telle heure. Plutôt que de récupérer toute la base de données à chaque fois, on dit non, je veux juste le delta. Et on va rajouter notre statut de connectivité dans notre requête. Pourquoi? Parce que pour la prefetch stratégie, grosso modo, en fonction de si vous avez du Wi-Fi ou si vous êtes en Edge, vous n'avez pas le même nombre de kilos de bits qui vont transiter là. Donc vous ne demandez pas la même donnée. Okay, c'est votre serveur qui va vous répondre. L'exemple typique, c'est que vous faites une application de programme télé. Si vous êtes en Edge, vous allez dire je vais lui renvoyer uniquement les 4 prochaines heures et sa soirée. Si je suis en Wi-Fi, je renvoie les 15 prochains jours. C'est ça l'idée de base. Donc il faut bien que le serveur connaisse votre connectivité. Vous allez utiliser JSON et gzip, parce que JSON c'est un peu ce qu'on utilise tout le temps, et puis le zippé, ça mange pas de pain et ça économise la bande passante. Donc c'est sur le côté serveur que le prefetch donne, c'est ce que je vous parlais là. C'est là où on va dire quel est le volume de données qu'on renvoie à notre utilisateur, enfin à notre client, en fonction de sa connectivité. On utilise la big cookie stratégie. Et puis on n'oublie pas quand même que sur les smartphones, là on est en train de parler de données, de récupération de données. On a une limite forte qui est le SQLite Database Get Maximum Size, qui ne va pas vous permettre de stocker tout ce que vous voulez en base de données. Il faut toujours penser que les bases de données locales, à un moment, elles sont remplies, et vous n'avez pas le droit d'aller au-delà. Donc ça arrive rarement, mais ça veut dire quand même que vous devez avoir mis une stratégie de purge au niveau de votre base de données. On va être malin avec nos fragments aussi. Donc on va rediriger les layouts et graver dans le marbre combien de fragments on affiche. Parce qu'il n'y a rien de plus terrible que les applications où on sent le développeur qui est en train d'analyser l'application en fonction de tout un tas de variables pour dire oui, j'affiche un fragment, ou 2 fragments, ou 3 fragments. Ça c'est l'enfer sur Terre et c'est vraiment pas à faire. Et après, il n'y a rien de pire qu'avoir des layouts partout. Dans tous mes layouts-large, layout-x large, layout large-portrait. Donc ça c'est des trucs qu'il ne faut pas. Donc pour ça, vous centralisez vos vrais layouts dans res/layout. Et après, vous utilisez que des fichiers de redirection qui ne sont d'ailleurs pas dans layout, mais plutôt dans value. Et ces fichiers de redirection, ils disent quoi? Ils disent, moi, j'ai un item qui s'appelle main activity, qui est de type layout,
et qui va rediriger vers layout one pane, donc un fragment. Donc je suis bien dans rest layout, donc je redirige bien vers la stratégie où j'ai qu'un fragment. Par contre, quand je suis en landscape, en large, en X large, la main activité, qui est toujours de type layout, qui va rediriger vers two pane, donc deux fragments. Et le deuxième truc, c'est que j'ai mis un booléen dessous et je dis est-ce que je suis two pane ou pas. Donc si je redirige vers one pane, ben non, je ne suis pas two pane. Et si je redirige vers two pane, ben ouais, je suis two pane. Ok? Ça c'est la base. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites dans votre activité? Ben, vous faites set content view de r.layout main activity. Et automatiquement, ça va rediriger vers votre fichier de ressources qui redirige vers le bon layout. Donc là, vous avez évité toute la duplication de code de vos layouts parce que vous êtes dit, ah, dans large, il m'en faut un, dans X large, il m'en faut un, dans X large, portrait, il m'en faut un autre. Vous les avez tous mis là, donc vos layouts, vous savez où ils sont, où est-ce qu'ils sont écrits. Et vous avez utilisé la redirection pour que ça parte vers le bon. Et puis, la deuxième chose, c'est get ressource, get booléen, r.booléen.toPane. Alors, si vous en avez n, vous mettez un int. Et là, vous récupérez directement. Et ce qui est bien, c'est que dans votre fichier, là, ben, vous savez exactement combien de panneaux vous avez. Donc, c'est le bon endroit pour stocker cette information. Après, continuons à être malin, on va être malin avec les styles. Donc, l'idée, je sais pas si... L'idée... Alors ça c'est un truc basique. C'est nos styles, on va hériter des styles de la plateforme. Les styles de la plateforme, on va construire MyBaseTheme. On va surcharger MyBaseTheme pour obtenir MyTheme. C'est écrit dans... Même Google, ils ont fait une doc pour nous écrire ça. Proprement. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la charte colorimétrique des couleurs. Et puis cette charte colorimétrique, on va en définir une qui est référent color. C'est ben, moi, pour mon background de TextView, quelle couleur j'utilise de la charte colorimétrique. On fait une double indirection. Et puis après, j'ai toutes mes dimensions. De ça, je vais en construire mes styles. Mes styles, je vais les faire porter par mon thème en surchargeant ben, les text view, les edit text, les boutons. Tout, et pour chacun, je peux décliner si je suis titre, warning, bon, error, c'est pas la peine, ça y est déjà. Mais voilà. Donc, je peux faire en fonction de mes boutons tout un arbre de style. Ça ressemble à des trucs comme ça. Et du coup, moi, dans mon TextView, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai un TextView qui a un style particulier pour s'afficher. Donc, tout son comportement, en fait, est extrait du layout pour mettre dans des fichiers de style. Et moi, dans mon layout, je fais enfin ce que je dois faire dans un layout, c'est-à-dire me concentrer sur le placement de mes composants graphiques. Un layout qui est pourri par des lignes de code de type « ouais, mon padding c'est ça, ma marge c'est ça, ma couleur de fond c'est ça ». Après, derrière, quand on place les composants graphiques, qui sont l'objectif du layout, deviennent extrêmement durs à lire. D'accord? Donc c'est l'idée d'Android Annotation de dire, quand vous arrivez sur des classes où il y a énormément de lignes de code à mettre, à lire, vous mettrez vraiment du temps à les modifier. Alors que si vous arrivez sur des classes toutes petites, ben, vous mettrez plus de temps, vous mettrez moins de temps à arriver à les modifier. C'est je lis, j'ai un facteur de 1 à 10 entre ce que je lis et ce que j'écris. Donc plus c'est long à lire, ben, plus vous mettrez de temps. Et si vous faites ça, les changements vont devenir vachement plus faciles. Bon, du coup, on a été malin avec notre style, mais il faut être consistant, donc cohérent globalement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand même, on utilise souvent ben, des composants natifs, les sliders, les toss, les action bars, les drop-down. Et ça, c'est dommage d'avoir le drop-down du style, je sais pas moi, thème, par exemple, sous Ginger, alors qu'on a mis l'action bar et tous les trucs qui vont bien, les primary colors avec la nouvelle lib, là. Et puis on a une fenêtre de dialogue noire, machin, ou un toast noir écrit gris. Donc ça, il faut être cohérent globalement sur tous ce que vous utilisez, comme ben, les dialogues et tout ça, les composants natifs. Quoi. Et du coup, eux aussi, il va falloir les surcharger avec des styles. Donc ça, c'est l'exemple pour les drop-down item style, mais normalement, il faudrait qu'on le fasse sur tout. Sur vos toasts, c'est important, là, les toasts, ça ne mange pas de pain, faire une classe qui s'appelle MyToast, dans laquelle il y a une statique qui fait make text, là, et qui vous met un layout en fond de votre toast, pour que quand on voit votre toast, on repère immédiatement que c'est votre application. C'est 10 lignes de code, c'est vraiment super simple à faire. Donc ça, pareil, c'est à faire. Et une fois qu'on a dit ça, ben, on se dit, bon, ok, mais alors les styles, quand même, moi j'ai vu la doc, le fichier de style c'est 2500 lignes, le fichier de thème c'est 1703, je ne vais jamais y arriver. Et bien on va utiliser des outils, parce que sinon c'est enfer. Et donc je vous ai mis en petit, mais vous avez la conf sur SlideShare, je l'ai déjà. Donc vous avez en petit tout un tas de trucs qui vont vous aider pour le faire. Et en particulier Android Asset Studio. Et
ça va nous permettre d'être cohérents globalement sur notre application. Et c'est important. Vraiment, c'est dans les détails que tout se joue. Maintenant qu'on a passé la partie dev, on va passer dans la partie prototype. La première chose que j'ai à vous dire sur les prototypes, c'est protéger les données de vos utilisateurs. Entre les pirates, la NSA, l'ensemble des États européens, le truc qu'on a oublié, le téléphone qu'on a oublié, on s'est fait pirater toutes nos données, tout ça. Donc non, protégez vos utilisateurs. Alors ce qu'il faut faire, donc, c'est crypter. Bon, crypter, c'est bien, mais quand on le fait, 80% d'entre nous, on se vote comme des merdes. Ça veut dire, on a dit, ouais, on a tout crypté et tout, mais en fait, non. Un vrai mec qui sait, qui est basé, un expert sécurité, il arrive sur notre appli, il a des mains. Donc du coup, on va plutôt utiliser des libres si on veut faire ça. Et moi, j'aime bien Marc Lefebvre parce que c'est un mec qui m'a... C'est lui, son premier bouquin que j'ai lu sur Android, et donc c'est lui. Et je l'ai vu encore l'année dernière, il nous a vendu son premier, donc moi aussi. Je pense qu'il est bon, ça s'appelle SQL Cipher, c'est payant, mais bon, voilà. Si un jour vous avez une appli sur laquelle vous devez protéger les données de vos utilisateurs, normalement vous serez à l'étape où vous pouvez payer. Après, la support librairie partout. Donc, il y a 2 ans, là, Adam Powell et, je ne sais plus, j'ai oublié son prénom, ils sont enflammés sur comment on allait faire du parallel activity pattern. Donc en fonction de la version du système, on a utilisé des activities post-onecombe ou pré-onecombe, et puis après les fragments post-onecombe et les fragments pré-onecombe et tout ça, et on répliquait notre code partout. Donc ça, on ne fait pas. On utilise la support librairie partout. Dès que vous avez une fonctionnalité que vous codez dans la support, vous ne la codez plus dans la native. C'est tout. Vous mettez une ligne de code de support, vous supprimez la ligne de code natif. Et vous ne faites pas de if, SDK, machin. Ça, on s'en fout. On fait que de la support. Pas de duplication de code pour couvrir le natif et le support. Dans les prototypes, on va aussi gérer nos exceptions. Et alors pour ça, on va avoir des exceptions managées. C'est quoi une exception managée? Nous, on a des exceptions comme ça en Java. Une exception managée, c'est une exception qu'on va faire un peu grossir par rapport à une exception normale. Et on va y rajouter un booléen, est-ce que tu es managé ou pas? Quel est l'identifiant de ton utilisateur? Bon, ça pareil, c'est un UID, on ne va pas lui donner son nom, on s'en fout. On va mettre quelle est la chaîne de caractères, ou quel est l'identifiant de la chaîne de caractères à afficher comme étant le message d'erreur associé à cette exception dans le bloc qui va bien. Ce n'est pas lié à l'instance of de l'exception, c'est lié à où est-ce qu'elle s'est produite. On va y rajouter des données techniques pour pouvoir la débugger, peut-être des données fonctionnelles, et puis peut-être d'autres trucs si on en a besoin. Donc maintenant qu'on a nos exceptions managées, on va voir l'exception manager. Donc ça, dans notre... nous, c'est notre code. Et parfois, il y a des planètes qui sont à des milliards de kilomètres d'années-lumière l'une de l'autre. Mais pourtant, ça peut péter partout. Et ça va nous générer des exceptions. On va faire des exceptions managées. Et là, si vous avez des grosses équipes avec pas mal de développeurs, soyez sûr que si vous leur dites « ouais, tu gères tes exceptions, tu fais ça », et bien à chaque fois qu'ils vont arriver dans un bloc catch, ils vont vous dire, donc vous êtes leader technique, ils viennent vers vous, ils vous font, bon, dans mon bloc catch, là, je fais quoi de mon exception? Et là, pour une fois, on a la réponse. On a l'exception manager, et ton exception, là, tu fais exception manager.manage. Et c'est tout. Et tu vois, tous les blocs catch, il y a la même ligne de code dedans. Ça, déjà, j'ai centralisé toute la gestion des exceptions. Ça, c'est un bon point. Puis la deuxième chose, cet exception manager, il a 2 trucs importants à faire. Un feedback sur son équipe de développement et un feedback sur son utilisateur. Donc ça, vous faites comme vous voulez, mais c'est les 2 trucs à faire votre exception manager. Pour continuer dans les prototypes, on va parler des threads. Alors, les threads, c'est vraiment critique, et votre objectif sur les threads, c'est vraiment de lutter contre les fuites mémoire. C'est un truc vraiment super important. Et dès qu'on fait des threads, c'est possible de faire des fuites mémoire. Donc je vais vous mettre cet exemple-là, juste pour vous marquer, pour être sûr que vous l'ayez en tête toujours. Donc quand on a un faire Android, on est sur des activités, puis on veut faire un traitement, on nous dit pas dans la thread UI. On fait ok, pas dans la thread UI, je lance une thread. Donc soit une async task là, soit une thread avec un handler. Donc là j'ai pris l'exemple. Activity, handler, thread. Ok, super. Mon utilisateur il fait quoi? Il retourne son téléphone. Donc je passe en destroy celle-là, et puis j'en ai une nouvelle qui va passer dans onCreate, qui est passée dans onCreate. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout recréé. Donc elle m'a remis une thread, et puis avec un nouvel handler, et puis j'ai de nouveau mon moyen de communication, je peux pas réfléchir.
Au manque de bol, mon vieille thread là, j'ai pas non plus réfléchi qu'il fallait que je l'arrête en fonction du cycle de vie, de mon activité ou des trucs un peu compliqués, quoi. Donc elle est là et ça exécute. Elle pointe donc toujours sur le handler qui pointe toujours sur l'activité. Alors j'ai deux problèmes. Le premier, c'est le garbage collector qui arrive. Il fait ouais, toi, je vais te garbage collecter, là, t'es passé en destroy, tu vaux plus rien. Ok, on arrive dessus. Il fait ah, mais quand même, t'es retenu par ton handler. Ah, puis t'es retenu par ta thread. Mais ta thread est toujours en cours d'exécution, donc je ne peux pas te garbage collecter. Ouais, j'ai fait une fuite de mémoire de la taille d'une activité. Deuxième chose, j'ai lancé deux traitements qui font la même chose, mais qui sont désynchronisés. Si c'est des traitements qui sont en train de se faire sur des données, vous êtes sûr que vos données, vous ne savez plus du tout dans quel état elles sont. Donc, okay, donc cet exemple, il est important à avoir en tête dès qu'on a une thread, pour se dire, ah, il faut que je réfléchisse à comment j'arrête ma thread. Et qu'est-ce qu'elle doit faire, et quand est-ce qu'elle doit s'arrêter. Donc pour ça, nous, on va faire la guerre aux fuites de mémoire et on va centraliser la gestion de toutes nos threads. On ne va jamais laisser une thread non gérée et on va utiliser un pool executor pour faire ça, enfin un executor service. Et c'est quoi un executor service? C'est un truc où on dit executor, new fixed thread, on donne le nombre de threads, le pool quoi. Et puis on lui dit quelle est la thread factory à utiliser. Et derrière, quand on a un runnable, pour qu'il s'exécute, on prend notre exécuteur, on fait submit du runnable et ça s'exécute. Ça arrive dans un pool, là, il y a une queue. Si tout le monde est occupé, ben, on attend sagement d'effectuer notre traitement et voilà. Okay. Donc ça, c'est comment on centralise la gestion de nos threads. Quand on centralise nos threads, il faut vraiment faire attention à comment on les poutre. C'est là le point clé. Là. Le point clé, c'est d'arriver à détruire cet objet pour qu'il détruise tous nos threads. Alors on a deux types de threads. On a les threads qui doivent s'arrêter quand l'application s'arrête et les threads qui doivent continuer leur traitement. Genre je suis en train d'enregistrer en base de données mon objet métier. Celle-là, il faut qu'elle continue. Je suis en train de faire une requête web pour savoir quelle est l'image à télécharger ou récupérer des trucs. Ça, celle-là, on les tue. On les tue. D'accord? Donc en fait, vous avez deux pools exécuteurs. Celui qu'il faut tuer impérativement quand l'application meurt et puis l'autre qu'on va laisser vivre. Ben, du coup, on va parler d'architecture. Et en architecture, ben, on a des objectifs. Donc quand je suis en foreground, moi, quand mon application est en foreground, je veux vraiment récupérer ben, la puissance du téléphone maximale. Pourquoi? Ben, parce que je suis en foreground, que l'utilisateur m'utilise, et que tant qu'à faire, autant lui donner la meilleure expérience utilisateur possible. Par contre, dès que je pars en background, ah ben là, je vais vouloir me réviser toute la mémoire possible pour que la prochaine application qui arrive en foreground, elle ait toutes les ressources matérielles. Du coup, moi, mon objectif, c'est de me déréférencer le plus de choses possible. Et arrêter le plus de traitements, et arrêter le plus. Et enfin, la dernière chose que je veux, c'est éviter un démarrage à la Eclipse. Et donc, je veux les IDD, tout, et le plus possible. Pour ça, ben, j'aime bien les architectures organisées. Alors, moi je suis très N-tiers, mais c'est la même idée pour MVP. C'est vraiment les mêmes façons de penser. C'est-à-dire, on va faire des couches qui ont des relations entre elles de dépendance, et chaque couche a un contrat à remplir. C'est ça, les deux modèles, c'est la même pensée. Alors moi je suis plutôt N-tiers, donc je vous présente la N-tiers. Donc j'ai la couche transverse avec mes objets métiers, mes outils, mon exception manager, et puis dans le reste de mon application, j'ai ma couche vue, et son modèle, donc mes vues, moi, elles sont toujours gérées par des modèles. La vue affiche les données, le modèle gère les données, activité fragment et le modèle associé. Puis j'ai des services qui sont là pour faire les traitements, j'en ai deux types, j'ai les services Android et puis les services, les bons vieux services comme avant, c'était les Peugeot quoi. On verra ce qu'on en reparlera tout à l'heure. Et eux, ils parlent soit la couche de com, soit la DO. Et puis j'ai aussi des broadcast receivers en haut qui sont en train d'écouter tout un tas de... C'est la NSA quoi. Et puis en fonction, elle démarre des services ou des activités. Et surtout, j'ai un objet au-dessus qui est le chef d'orchestre de tout ce beau monde, c'est mon objet application. D'accord? Et ça, c'est mes architectures en gros. Alors maintenant, j'ai dit... C'est bon? Maintenant, j'ai dit que moi, je voulais tous les îloder. Alors comment je fais ça? J'ai ma vue, mon modèle, et puis je vais passer en fait, par mon service manager. Et je lui dire, est-ce que tu pourrais pas me filer le service Toto? Lui, il instancie, il se lie, enfin ça dépend ce que c'est, mais normalement il instancie ou il se bind à mon service Toto. Donc il récupère un pointeur sur lui, il me renvoie son pointeur, et moi je peux enfin parler à Toto. Donc vous pouvez utiliser des callbacks, mais alors là ça devient vraiment extrémiste, quoi. Sinon vous pouvez vous passer des callbacks.
et attendre que la classe soit instanciée ou le service démarre. Une fois que j'ai fait ça, j'ai quand même une problématique de fond, c'est que moi, mes services métiers, et quasiment la plupart de mes services, ils ne doivent pas suivre le cycle de vie des activités. C'est une aberration. Les services, ils doivent suivre le cycle des applications, le cycle de vie des applications. Donc ça veut dire que cet objet-là, il ne doit pas dépendre de mes activités, mais il doit dépendre de mon application. Et c'est quand mon application meurt que lui va pouvoir mourir de sa belle mort. Tant que les activités se succèdent et tout ça, il n'y a pas de raison que mes services métiers disparaissent. Okay, c'est vraiment un truc de fou. Hein. Maintenant, quand je fais un truc comme ça, ma problématique principale, c'est que je suis en train de créer un monstre ici, qui est en train de retenir tout un tas de services. Et ce monstre, il faut savoir comment je le dégomme. Donc pour ça, j'ai le one second pattern. Le one second pattern, c'est de dire que dès que j'ai une vue qui démarre ou qui s'arrête, elle appelle l'objet application, et en particulier son boolean isActivityAlive, et lui dit sur onStart, je suis en vie, et sur onStop, je suis plus en vie. Depuis la API 17, on a l'Activity Lifecycle Callback qui a été créé exprès pour ça. Une fois que lui il passe à false, j'arme un runnable que j'appelle mServiceKiller, et je vais utiliser un handler pour le poster dans ma thread dans une seconde. Qu'est-ce qu'il fait lui? Une seconde plus tard, il regarde si le boolean isActivityAlive est toujours à false. Ça veut dire que je n'ai pas eu une succession d'activités. Je suis vraiment parti. Une seconde plus tard, on peut considérer qu'il n'y a plus aucune activité, que l'application est morte. Pourquoi c'est important ça? Parce que s'il faut, vous avez instancié des services Android. Et vos services Android, tant qu'ils ne meurent pas, votre objet application ne meurt pas non plus. Donc on attend vraiment de savoir si nos activités, il y en a affichées à l'utilisateur ou pas. Et donc on attend une seconde, et s'il n'y en a pas, on appelle sur le service manager sa méthode unbindAndI. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle stocke tous les services Android, elle déréférence tous vos services POJO, et elle prend le pool exécuteur, là, les exécuteurs services de tout à l'heure, et elle les démate. Elle tue toutes les threads dedans. Okay, et ça, c'est la méthode unbindAndI de votre service manager. Une deuxième, et donc le service manager part, et donc votre application peut être enfin garbage collector. Un deuxième truc qui est important, donc en fait là vous êtes parti dans le LRU cache, vous n'êtes pas vraiment mort. Un deuxième principe de release, de libération mémoire important, c'est quand le système il vous appelle pour en low memory sur votre objet application. C'est le deuxième moment où on s'affole. Et là, on prend le service manager, on ne réfléchit pas et on fait le unbindAndI, comme ça. Pourquoi? Parce que derrière vous en foutez, vous les loadez tout. Donc la prochaine fois que vous aurez besoin d'un truc, vous réveillerez votre service qui va se recharger, qui va se réinstancier, qui va vous renvoyer la réponse. L'utilisateur il sera un peu pénalisé, mais vous l'avez sauvé. Vous lui avez sauvé sa vie. Il n'y a aucun problème. On va continuer sur les services et la notion de thread de traitement. D'accord? Donc jamais dans la thread UI, tout ça. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut être asynchrone. Ça qu'on nous répète tout le temps quand on est un développeur Android. Donc on veut tous être asynchrone. Les vues lancent des threads parce qu'elles vont vouloir faire un traitement. Les services lancent des threads parce qu'ils lancent des traitements. La couche de com, elle lance une thread parce qu'elle parle sur Internet, forcément elle lance une thread. La DAO, c'est une écriture disque. Donc ça, c'est asynchrone, je lance une thread. Donc grosso modo, je suis en train de faire thread, de thread, de thread, de thread, 12 euros. Et ça marche très bien si vous avez une très grosse équipe. C'est du truc, vous le verrez apparaître comme ça par miracle. Alors là, on est vraiment au maximum du maximum qu'on peut faire. Ouais, encapsuler 12 threads pour faire le traitement, c'est pas bon. Donc en fait, on a une règle d'asynchronicité. C'est le service, c'est au niveau de la couche service qu'on met en place la synchronicité. Ça veut dire que chaque méthode de chaque service lance une thread. Le corollaire, c'est que les threads ils sont lancés nulle part ailleurs. Je ne veux pas une seule thread dans ma couche com, pas une seule thread dans ma couche DAO, pas une seule thread dans ma couche vue. Tout est lancé au niveau de vos services. Bon, ça, c'est un petit corollaire. Avant, comment on faisait? On avait notre vue qui avait son modèle. Donc lui, il gère les données, c'est lui qui appelle les services. Donc il prend son modèle et puis qu'est-ce qu'il faisait? Get human service, get human toto, je récupère human, puis je fais text view human name set text, human get name. Okay. Voilà
quand j'ai fait getHumanService, getHuman, j'ai fait un appel à mon service qui est asynchrone, donc c'est sûr il ne me répond pas. Donc là, je suis un fail. Comment il faut faire maintenant? Ben, on fait pareil, on a notre vue, son modèle, et qu'est-ce qu'il fait? Il fait do something, getHumanService, getHuman, Toto. Et s'il a besoin de cet humain-là, il ne peut pas continuer sa méthode parce qu'il a fait son appel au service qui est asynchrone. Et donc j'attends le retour. Et j'attends le retour dans une méthode qui s'appellera do something partout, qui prend en paramètre l'humain que j'attends. Et là je vais faire human, getName, et puis je vais pouvoir affecter ce nom à ma texte. D'accord? Et là, je suis bon. Toujours sur les services, une petite question qu'on va pouvoir se poser, c'est est-ce que nos services sont des services Android ou pas? Ça, c'est pas clair. Parce que Android, le truc magique sur Android, c'est qu'on nous a dit il y a une classe service. Donc tous les mecs qu'on a pensé service métier, service Android, quoi. C'est fait pour. Nous, nos services, ils ont besoin de finir leur traitement, d'être instanciés à la demande, de persister leur instanciation et de suivre le cycle de vie de l'application et pas des activités. Ça, c'est ça notre besoin. Maintenant, sur les services, on a le choix. Soit on fait des singletons, soit on fait des services Android. Un singleton service, c'est quoi? C'est un bon vieux Pojo, normal, hein, une classe qui hérite d'objets, et dans lequel on va mettre nos méthodes métiers. Donc ça, il faut juste que j'en assure l'unique instantiation. Non, à éviter les enums, c'est des classes qui prennent 2 fois plus de taille en RAM pour s'instancier. Si vous le faites en statique, avec le bon vieux pattern du singleton, vous allez prendre ce pointeur-là et vous allez le mettre dans votre mémoire statique. C'est peut-être pas un truc intéressant. Mais par contre, vous, de toute façon, vous utilisez un service manager. Donc, if mon service est nul, j'instancie mon service. Et là, vous avez l'unique instantiation de votre service, si on ne peut pas le récupérer par ailleurs. Donc, c'est plutôt, moi, par le service manager que j'assure l'unique instantiation. En face, vous avez les services Android. Les services Android, quand ils sont en train de s'exécuter, il faut savoir qu'ils vont être persistés dans le LRU cache et donc tout votre processus le plus longtemps possible. Donc ça va à l'encontre de l'idée de je libère la mémoire pour les autres. Donc surtout si vous avez des services Android qui s'exécutent, pensez à avoir un process séparé pour votre IHL. Si vous êtes, voilà, encore une fois extrémiste. Donc voilà, il y a cette problématique là qu'on a en tête. Maintenant, je me pose des questions. Est-ce que j'ai besoin d'être lancé par le système? Alors, si j'ai besoin d'être lancé par le système, auquel cas je suis un service Android. Ça suffit. Est-ce que j'ai besoin de faire du cache de data? Alors là, j'ai le choix. Je peux faire très bien du cache de data avec un service Android, c'est cohérent, ou juste avec mes Pojo, là, ça marche aussi. Est-ce que j'ai pas de besoin particulier? Là, je suis clairement un service singleton, un service Pojo. Pourquoi? Parce que quand même la couche service, elle prend pas mal de choses en ligne de code, en elle, et donc elle monte en RAM, et elle sera toujours plus lourde en RAM qu'un bon vieux Pojo. Et donc, dans ce choix-là, autant mettre un Pojo. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va faire un exemple d'architecture REST. Donc moi, j'ai ma vue qui a son modèle, donc elle affiche les données, lui les gère. J'ai un service de données, j'ai un service de mise à jour des données, j'ai ma couche de DAO, j'ai ma couche com, et j'ai mon service manager. Donc ma vue et mon modèle, bon je ne parle pas d'application, mais il y a. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle service data, donc il passe par lui, qui fait un start ou un bind, ou qui l'instancie, et il lui fait est-ce que tu pourrais pas m'envoyer mes données? Et là mon objectif c'est d'aller récupérer mes données en base de données, pour avoir le temps de réponse le plus court pour afficher les données les moins obsolètes à mon utilisateur. Ça c'est pour enrichir son expérience utilisateur. C'est les applications qui vous disent, en train de charger une barre là, attends, je vais chercher les données sur Internet. Et toi, tu n'as même pas Internet. Et tu voudrais juste voir l'horaire de la marée, là. Donc ça, c'est des trucs, c'est frustrant. Donc on va toujours dans notre base de données, parce que c'est là où on a mis nos données en cache. D'accord, pour l'expérience utilisateur. Forcément, elles y sont, donc on nous les renvoie. On fait du caching au niveau du service data. Donc on instancie cette liste d'objets au niveau de notre service data. Et je renvoie ces données, soit par intent, soit par un event, à mon modèle. Là, je peux me retourner, je m'en fiche parce que j'ai fait du service data, j'ai fait du caching sur le service data. Lui, il est indépendant de l'activité. Donc la prochaine fois que mon modèle me demande mes données, le service data, il renvoie le caching. Il ne se pose pas la question. Maintenant, le service data, il continue son processus et puis il appelle le service updater et lui dit est-ce que par hasard, on aurait envoyé les données les plus à jour à notre utilisateur? Donc le service updater, il dit je sais pas, je vais voir. Il va voir, il récupère les données, ou pas, et puis il les met directement en base de données.
Bon, là, j'ai mis un système avec mon service data pour savoir quand même vous donnez machin. Vous avez les content observers, les curseurs qui ont des trucs exprès. Ou vous envoyez des events, ou vous utilisez des intents, bref. Service data est au courant qu'il y a de nouvelles données. Donc lui, il met à jour son cache. Et puis il renvoie les données au travers de l'intent ou de l'event au modèle qui se met à jour. Okay, donc ça, c'est juste une architecture REST de base. Je fais le second slide et je vous pose la question. Maintenant, on peut se poser la question de comment on va mettre à jour ces données. C'est quoi notre stratégie de mise à jour, quoi, parce que l'objectif, c'est que l'utilisateur il ouvre notre application et on a déjà les données à jour. C'est quand même ça notre objectif ultime. Bon, le truc, c'est qu'il n'y a quand même que notre serveur back-end qui est au courant de quand est-ce qu'il y a de nouvelles données. À part lui, personne. Du coup, ce serait intéressant que ce soit lui qui puisse prévenir nos devices. Alors pour faire ça, on va utiliser Google Cloud Messaging. Donc on va envoyer un post à Google Cloud Messaging en lui disant bah, est-ce que tu pourrais me prévenir la liste de ces terminaux suivants là. Donc Google Cloud, là, il push les messages, nous on lui a mis le payload, notre token, avec son timestamp, ça part sur nos terminaux, ça remet un broadcast au saver, qui est tout content, qui appelle le service updater et qui lui dit hey, on a les nouvelles données. Et il les stocke en base de données. Et là, on est à jour. Et si vous regardez le slide juste d'avant, l'expérience utilisateur, là, elle est juste super. Bon, on a un petit problème. Google Cloud Messaging, parfois ça rate à délivrer les messages. Okay, donc il va falloir faire ceinture, bretelle. Vous avez qu'à vous dire que votre backend serveur, il envoie un message à Google Cloud Messaging toutes les 6 heures. Si vous ne l'avez pas reçu, c'est que vous n'êtes pas à jour. Donc c'est à vous d'aller demander concrètement si vous avez de nouvelles données. Donc, la question, est-ce que vous voulez le chapitre librairie? On est presque à la fin, il manque que 10 minutes, je pense. On a levé. Moi, je suis pour. Moi, j'ai l'unanimité à gagner. Allez. Vas-y. Ouais. Alors, sur les librairies, la problématique du choix, c'est quand même une problématique principale. Donc, utilisez les librairies parce que vous en avez besoin. Pas pour le fun, parce que cette librairie, elle est trop super. Non, on s'en fout. Hein. On veut vraiment une librairie parce qu'on en a besoin. C'est vraiment un vrai besoin. Moins vous aurez de librairies sur votre projet, mieux vous porterez. Et puis choisissez-les vraiment avec précaution parce que c'est critique. C'est un peu comme les threads, quoi. Si on prend n'importe comment nos librairies et qu'on n'étudie pas les trucs, on a des forts risques de se planter. Donc comment choisir? Bon, vous n'utilisez pas des librairies qui utilisent des annotations en runtime. Celles-là, elles ne sont pas faites pour Android, on les vire. Même parce que ça ne marchait pas bien avec Ice Cream, ça s'est amélioré depuis, mais de toute façon, une librairie qui n'est pas basée là-dessus, c'est qu'elle n'est pas faite pour Android. Donc elle dégage. Une librairie, une fonctionnalité, un objectif. Et donc là, on se pose la question d'Android Annotation. On va pas faire, donc toujours dans cette même idée, on va pas faire des librairies qui font tout et dont on utilise 1%. Genre, si on pouvait se passer de Google Play Services, on le ferait. On ne va pas utiliser des librairies non maintenues. Si on peut copier, coller la librairie dans notre projet et faire que ça marche, bah ça c'est super. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on peut la gérer, cette librairie. D'accord? Qu'elle n'est pas trop compliquée, que ce n'est pas une usine à gaz incompréhensible avec des instantiations partout, qu'on ne va pas jamais savoir pourquoi. Donc si on peut faire ça, c'est super. Ça veut dire qu'on peut avoir confiance en cette librairie. Son niveau de complexité est abordable pour nous. Bon, on ne va pas le faire. Hein. Bon, on n'est pas fada, il y a GitHub qui est là pour ça. Donc le mec qui a fait sa librairie, il va continuer à vivre, on va le remercier, tout ça, et il va s'occuper des bugs à notre place. Quelques pistes pour choisir. Square. Donc vous avez Dagger, Auto, Picasso, Phrase, OK HTTP, Retrofit, Sysmic, Wire, Spoon, Retrofit. Ah non, j'ai déjà dit. Non, alors, c'est qui que j'ai raté? C'est pas lui là. C'est pas c'est un robot écrit. Alors c'est Robotium. C'est quoi la librairie de test de Square? Bon bref, on vous dira ça à la pause. Vous pouvez utiliser les Google Play Services. Bon alors les Google Play Services c'est super, ça fait des trucs super. Mais des fois quand ils augmentent leur version, d'un seul coup il y a des méthodes qui étaient là et puis elles n'existent plus. Alors on ne compile plus, ça c'est vraiment la loose. Spoon, rien à voir avec ce qu'on cherche.
Et parfois, ben, il y a la même fonction, mais elle n'a plus les mêmes paramètres. Donc ça ne marche plus non plus. Et parfois, ben, il y a toute la librairie qui a disparu, ou parfois elle s'utilise autrement. Moi, j'ai commis l'erreur de mettre à jour ma Google Play Services avant une formation. J'avais tous mes projets Google Play Services qui ne marchaient plus. Et donc, je suis donc à chaque pause, j'étais en train d'essayer de voir pourquoi. Ben, par exemple, le G-Drive, ça m'est arrivé là hier. Enfin, la semaine dernière, j'ai une formation, je suis à Orange pour former les gars. Bref, je mets à jour cette putain de librairie, et bien Google Drive, ça ne marchait plus. Je l'ai mis à Google Drive, je l'ai mis en septembre, hein, le code. Avec un dev byte fait à la suite des Google I.O. par la nana de là, c'est pas possible. Bon, bref, on va les utiliser quand même. Sinon, on peut utiliser Venbus, JSON. Jackson, bon, c'est vachement moins rapide que JSON. Sac, c'est DOM, mais vous avez des parseurs XML, XML parseur, comme ça, dans le système. On va utiliser Sugar ORM et ORMLite. Pour les petits projets, ça va être vachement plus facile au niveau de nos bases de données. On va utiliser Crashlytic ou Accra, comme vous voulez, pour votre bug reporting. Moi, c'est mes préférés. Et puis, il y a un truc qui est super, là, c'est une librairie que j'aime beaucoup, c'est Android Social Network. Ça va vous permettre de gérer LinkedIn, Facebook, Google+, Twitter, au sein d'une même librairie avec comme les capteurs, on a un Social Manager. Donc celle-là, moi, je compte beaucoup dessus parce que c'est hors de question que je me retape la librairie Facebook que je m'étais tapée il y a 4 ans et que je me disais, mais c'est pas possible, elle est faite par un stagiaire et que tu es obligé de commenter des lignes de code pour que ça marche. Donc ça, vraiment, ça, j'en veux plus. Donc si j'ai une librairie entre moi et Facebook, ce sera super. Après, je vais utiliser SQL Cipher. Et puis, j'ai une librairie que j'aime bien, c'est une librairie haptique. Donc ça, c'est les trucs qui vous font bouger, qui vous font des retours sonores et des retours vibrations, et qui sont excellentes en expérience utilisateur. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Vous avez une communauté des projets libres, des projets de GitHub sur Android, là, sur Google+. Donc ça, elle est pas mal. Vous avez tous les nouveaux projets qui arrivent dessus. N'oubliez pas, Genymotion est là pour vous aider. Genymotion. Donc ça, c'est un émulateur. Ça remplace l'émulateur natif d'Android qu'on démarre le matin, qu'on va partir prendre le café, qu'on revient, qu'on regarde si dans la DDMS si c'est bien linké, parce que sinon on va reprendre un deuxième café. Ah mais bon, voilà, Genymotion ici. Pour des librairies sans réputation, allez voir le code. Si c'est codé avec les pieds, c'est pas la peine de... Et puis il y a un truc qui est un peu touchy, je ne sais pas si vous avez fait du Maven à une époque, mais quand on tirait nos arbres de dépendance pour voir si Hibernate il utilisait Log4j dans telle version et que tel autre lib elle utilisait Log4j dans telle autre version, et bien c'est la même chose sur Android. Il ne faut pas oublier que vous tirez des arbres de dépendance et que donc moins vous mixerez ces librairies-là, moins vous aurez de chances d'avoir des trucs complètement incohérents. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec que les outils de Square. Okay, donc, parce que j'ai toutes les librairies qui sont toutes cohérentes entre elles. Je ne vais pas faire une librairie. Quelques bonnes habitudes, et c'est quasiment fini. Alors, on va migrer sous Android Studio. Ouais, avec Gradle. Ouais, pourquoi? Parce qu'il y a le système des saveurs là, qui est excellent. Ça va nous permettre de pouvoir construire des applications en un passage de build. L'application payante, l'application avec des in-app, l'application avec le freemium. Et on va pouvoir faire plein de saveurs. Si vous avez du code C à compiler en un seul passage de build, vous pourrez l'avoir compilé en Intel, en AMD, en je sais plus quoi. Donc voilà. Ça c'est vraiment pourquoi on va choisir Android Studio. Et puis on va toujours préférer faire rebooter notre PC que cracher Eclipse. Non, le contraire. Non mais voilà, bon, ça c'est la mode du moment. Les mecs de JetBrains espéraient vraiment que sur ces Google I.O. là, Android Studio passerait à la release et puis ils ne l'ont pas eu. J'ai dit triste pour eux, mais ça arrivera bien un jour. Et pourquoi? Parce que vous avez à le faire, c'est le moment là, c'est le moment des migrations. Vous avez encore un an, et bientôt on va tous tourner sur Android. Utilisez les réseaux sociaux pour diffuser votre application. Alors là, j'ai pas grand chose à dire. Parce que c'est vrai que ça marche. C'est expérimental, c'est empirique. Utilisez la stratégie in-app pour faire de l'argent, même si c'est super c'est l'enfer sur Terre. Pourquoi? Parce que c'est là où l'argent se fait le plus.
On va utiliser l'intégration continue et la chaîne bêta et alpha pour notre app. Donc on va utiliser Git, on va utiliser Gradle, on va faire de l'intégration continue, sûrement avec Jenkins. On va utiliser le SDK de test d'Android parce qu'il fait plein de trucs quand même. Puis on va utiliser d'autres livres comme Robotium Expresso ou Robot électrique en fonction de nos goûts et de nos besoins. On peut, si on est Capgemini, utiliser Rational Mobile parce que ça va être super, mais bon, à tous les coups, ça coûte un bras, voire les deux, voire 3 vies. Et on peut utiliser nos tubes utilisateurs. Et ça, c'est quand même une façon de tester que je trouve vraiment pertinente. Quand on a fait toute notre chaîne d'intégration continue et tout ça, nos utilisateurs, il faut penser qu'on va pouvoir les utiliser pour qu'ils testent notre application. Beta Channel. D'ailleurs, on a fait une conférence au top très intéressante de Julien sur le testing qui doit encore être... Ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Il a fait une conférence sur le testing. Et pourquoi? Parce que tester, c'est critique sur Android. C'est vraiment un sujet extrêmement important. D'accord? Vous ne ratez pas sur vos tests et ne les oubliez pas. Après, on va faire encore un truc, c'est on va connaître ce que fait notre utilisateur. Ah, ça, je sais, ça nous gêne. Hein. Nous, on est là. Ouais, on veut tous être épis. Ouais. Pourquoi? Alors, déjà, on va utiliser des outils pour faire ça. Google Analytics Tracker, Flurry, AppSci ou AppSalar. Si vous voulez lire une petite histoire qui m'a beaucoup plu, vous pouvez aller là. C'est une histoire sur le A/B testing et quelle stratégie de navigation on va mettre en place au niveau de nos utilisateurs. C'était vraiment très intéressant. Et pourquoi on va faire ça? Parce que comprendre nos utilisateurs, c'est la clé du succès et qu'il faut être clair entre nous. En tant que développeur, en tant que chef de projet, en tant que chef fonctionnel ou je sais pas, donneur d'ordre de je voudrais telle application pour mes utilisateurs. On se vote tout le temps sur les besoins d'utilisateurs. On est incapable de savoir ce que nos utilisateurs attendent. Et donc le seul moyen, c'est de regarder ce qu'ils font. On n'a pas d'autre choix. C'est vraiment un truc c'est comme ça. Et maintenant que vous en êtes là, vous avez enfin mis en place un cercle vertueux de fou. Donc build, deploy, user feedback, learn, improve. Et là, vous êtes prêts pour le succès. Alors sur Android, le succès, ça va aussi passer par rester informé tout le temps parce que les choses changent super vite. Ok, donc vous avez, pour ça, pour vous aider, vous avez ces gars-là qui parlent tout le temps sur Internet. Vous avez les DroidCon, les TOG, les Android User Group. Vous avez les DevBytes qui sont super, c'est des tutos de 8 minutes pour vous apprendre un truc particulier. Enfin voilà, restez informés parce que sinon, vous allez vite être dépassé. Voilà. 57 minutes, ok. La précision. Bien ouais, bien ouais. Pizza. Ouais.